ce type d'événement fait vraiment partie de l'adoption cloud, en fait. En général, bon, voilà, pour pouvoir adopter le cloud, il faut des influenceurs, c'est-à-dire des influenceurs qui vont un peu aider les entreprises à pouvoir utiliser le cloud, mais aussi, en général, c'est des influenceurs qui vont, on va dire, mettre plus à l'aise les cloud providers à venir en Afrique, en fait. Donc, du coup, le fait d'avoir ce type de journée-là, voilà, c'est super, super, super important on va dire, dans l'adoption cloud. Et encore merci, merci pour l'organisation. Donc, sans plus tarder, je m'appelle Aliouba. Donc, Aliouba, je suis né au Sénégal, dans la banlieue, hein, ceux qui connaissent Keur Massar. Après, j'ai fait le Prytanée militaire. C'est là-bas que j'ai eu mon bac. Après, j'ai fait mes études en France. C'est là-bas que j'ai eu mon DUT, mon diplôme d'ingénieur et un master en entrepreneuriat. Par la suite, j'ai travaillé pour quelques entreprises, hein, Air France, Société Générale, BNP, Container Solutions à Londres et même chez Container Solutions aussi. Bon, voilà, je travaille pour Atos MCP avec aussi Google Cloud. J'ai travaillé sur Google Cloud On-Prem aussi. Et après ça, voilà, j'étais vraiment impliqué, on va dire, sur la partie contribution open source au cloud natif. J'ai fini contributeur Docker en 2015 sur la partie persistance des données. Et je pense que voilà, c'est là où les choses ont commencé. Et par la suite, dès 2016, la création de BeOpenIT. Donc, BeOpenIT, qui était une boîte de consulting basée en France, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, voilà, et dont avons aidé plus d'une centaine d'entreprises à adopter le cloud. Et donc, après BeOpenIT, donc ça nous a permis un peu de voir les challenges que les entreprises rencontrent aujourd'hui en adoptant le cloud. Et c'est ça qui a fait qu'on a créé Cloudor. Et Cloudor, une entreprise basée dans la Silicon Valley et qui permet de pouvoir adopter le cloud le plus rapidement possible, mais pas que. L'idée, c'est d'adopter le cloud, mais aussi prendre le code, le donner au client et enfin, voilà, le donner au client en toute confiance. Donc, en grosso modo, voilà mon parcours. Sans plus tarder, nous allons commencer par définir le cloud. Et nous n'allons pas définir le cloud en juste donnant des définitions bon, qu'on connaît, voilà, que vous connaissez tous. Hein. Nous allons juste dire, voilà, qu'est-ce qui n'est pas le cloud? C'est super important, je pense, de commencer par là, surtout dans la zone Afrique. Vous êtes acteur cloud, donc sûrement vous avez discuté avec des entreprises. Parfois, voilà, les gens ou en tout cas les acteurs de l'écosystème africain pensent que le cloud, voilà, c'est uniquement public, quoi. Ah non, nous, on n'est pas prêt à utiliser le cloud, voilà. Et parfois, quand tu pousses, tu constates que les gens, voilà, quand ils entendent le cloud, ils pensent qu'à Amazon, AWS, Azure. Et la réalité aujourd'hui est que les data centers dans la région, on va dire en Afrique, en majorité, sont détenus par d'autres acteurs, quoi, tels que Africa Data Center. Et dans la région ouest africaine, voilà, il y a Orange aussi qui offre des services, ainsi de suite, quoi. Alors, donc, le cloud n'est pas forcément public. Il faut que ça soit clair. On peut avoir un cloud on-prem. Et quand on parle de cloud, voilà, c'est pas forcément c'est pas impossible. Voilà. C'est pas plus difficile que ce que les entreprises ont en on-prem. C'est vrai que, bon, la plupart des entreprises ont déjà leur stack en on-prem. La stack qu'ils ont en on-prem est plus difficile que le cloud. CTP, cette stack est plus difficile que CTP un cloud, voilà, un cloud quoi, en fait. Sauf que, bon, en général, ils sont à l'aise dessus, ils sont dans leur confort, donc la conduite du changement est compliquée. C'est ça qui fait que parfois, voilà, c'est un peu compliqué à quitter, on va dire, cette architecture un peu plus traditionnelle pour aller vers le cloud. Deuxième chose, le cloud n'est pas incompatible avec la sécurité. Parfois aussi, bon, l'argument que vous entendez souvent, ah oui, mais en termes de sécurité, c'est compliqué, on ne peut pas utiliser le cloud. Donc, c'est vrai qu'il y a des lois, il y a des législations en fonction des données, mais pour aller dans le vif du sujet, la plupart des législations, vous pouvez utiliser le cloud,
mais c'est juste faut être transparent. Il faudra dire à vos utilisateurs, OK, bah, il y a telle donnée que j'ai mis sur tel cloud provider, en fait. Mais c'est pas juste, OK, bah, on a des données sensibles, non, j'utilise pas le cloud. On a des données sensibles et je dis à mes utilisateurs, ah, mais je les stocke sur le cloud, en fait. C'est ça la réalité. C'est ce que la législation dit. Et aussi, au niveau stack sécurité, le cloud offre plein de services au niveau sécurité. Parfois, bon, vous l'avez déjà entendu, hein, donc le cloud public est plus sécurisé que ce qu'on a on-prem. Parce que tout simplement, le cloud public vient avec plein de services de sécurité, quoi, en fait. Donc, le cloud n'est pas incompatible avec la sécurité. Et ce que je disais tout à l'heure, hein, ce que les entreprises ont aujourd'hui chez eux est plus difficile que c'était un cloud on-prem ou faire une migration vers le cloud. Un dernier point qui est super important en Afrique, c'est que le cloud, ce n'est pas uniquement le IaaS, le PaaS et le SaaS. En fait, et en même temps, dans l'adoption cloud, on n'est pas forcément obligé à commencer par le IaaS, après, voilà, faire le PaaS et voilà. Il n'y a pas que ça, en fait. C'est un peu, si on fait le parallèle avec la partie paiement aujourd'hui en Afrique, voilà. Ailleurs, les gens, ils utilisent, chacun a son compte bancaire. Aujourd'hui, sur le continent, vous l'avez remarqué, les gens utilisent du mobile money, en fait. Et et ça marche très bien. Voilà. Vous pouvez payer avec votre, on va dire, mobile money, même avec, voilà, les gens que vous croisez sur la rue, voilà, quand ils vous offrent un service ou un produit, en général, vous pouvez payer avec le mobile money, quoi. Donc, du coup, ce qui veut dire que si on fait le parallèle, ils n'ont pas vraiment forcé l'adoption, on va dire, d'un compte bancaire, ainsi de suite, quoi. Mais au moins, ils ont réussi à créer un écosystème que le marché comprenne, en fait. Donc, là aussi, le cloud, c'est pareil, quoi. Donc, aller sur le cloud, IaaS, PaaS, SaaS, non, en fait. Il faut pouvoir utiliser les technos nouvelles. Ça peut être des conteneurs. Les conteneurs, il y a plein d'avantages, en fait. Donc, adopter le cloud en 2024, commencer par le conteneur, voilà, permet d'aller beaucoup plus vite, en fait. On n'est pas vraiment obligé de commencer par ce que les autres ont. Voilà. Ça c'est un point aussi super important que je voulais souligner. Donc, une fois qu'on a défini le cloud, enfin, on a défini ce qui n'est pas le cloud, c'est quoi l'écosystème cloud aujourd'hui en Afrique? Donc, en Afrique, 39% des compagnies, en tout cas, qui ont un software, ont déjà adopté le cloud. Et 14% sont, on va dire, à 100% sur le cloud et 25% sont en mode hybride. Donc, ces données viennent de McKinsey. Okay? Donc, ce qui veut dire que c'est quand même, voilà, il y a pas mal d'entreprises qui commencent à utiliser, le cloud public. Et là, bon, maintenant, il n'y a que 14% qui sont très clairement, on va dire, à 100% sur le cloud public. Et une bonne partie de ces 14%, parfois, c'est des entreprises, on va dire, internationales et qui ont aussi leur marché en Afrique. Ça aussi, il faut le dire. Et la plupart des hybrides, c'est un peu les OVI, quoi, on va dire, qui déjà ont du on-prem avec des données sensibles, mais utilisent aussi les autres services du cloud. Voilà, ce qui veut dire qu'ils ont les deux, quoi. Donc, pour tout ce qui est sensible, on le garde en on-prem. Et pour le reste, voilà, il n'y a pas de souci. Je peux aller bénéficier des services du cloud. Donc, ça, c'est la première chose. Et comment ces 39% utilisent le cloud? 50% font du rehost, 14% font du replatform et 36% du refactor. Donc, le rehost, il faut le voir comme des lift and shift, c'est-à-dire, voilà, vous le prenez à gauche, c'est-à-dire en mode on-prem, et vous le balancez à droite, c'est-à-dire en public, quoi. Et donc, ça, c'est l'idéal de pouvoir adopter le cloud comme ça. C'est-à-dire, ce que vous avez en interne est déjà ready, quoi. C'est juste du lift and shift, quoi, en fait. 14% font du replatform. Le replatform, c'est comme du lift and shift, mais sauf que vous retapez un peu l'application. C'est-à-dire, c'est pas l'application en interne, mais peut-être que, voilà,
vous migrez l'application, vous avez besoin que l'application soit plus cloud natif, vous rajoutez une couche monitoring, une couche MCO, et voilà. Donc, côté plateforme, vous bénéficiez des autres services cloud pour que l'application soit plus intéressante. Et enfin, 36% du refactor. Le refactor, quand même, est un peu douloureux, c'est-à-dire il y a des changements au niveau architecture, ou sinon, voilà, il y a même des changements au niveau code, quoi, en fait. Donc, en grosso modo, voilà comment les entreprises en Afrique adoptent le cloud pour résumer, quoi. Alors, les conteneurs permettent de pouvoir adopter le cloud plus facilement. Ou les conteneurs permettent de pouvoir faire du lift and shift plus facilement. Mais malheureusement, là, ça vient de la CNCF, hein, c'est le surveil en 2023. 1% des organisations en Afrique utilisent encore des conteneurs, quoi, en fait. Donc, ce qui veut dire que nous pouvons encore aider, surtout avec ce type de communauté, à pousser ces entreprises-là à pouvoir utiliser ces conteneurs-là, parce que les conteneurs, en les utilisant, j'ai envie de dire, par défaut, vous êtes multi-cloud, quoi, en fait. Parce que le conteneur, c'est une image, hein, l'application est packagée quelque part, et quand cette application est packagée, l'application a juste besoin d'être lancée par un container engine, quoi. Okay. Donc, le container engine peut être n'importe où. Peut être sur une machine, peut être sur le poste du développeur, peut être sur une machine CentOS, peut être sur une machine Red Hat, peut être sur une machine Debian, peut être n'importe où, peut être sur votre Mac, dans le cloud public ou dans le cloud privé. C'est ça qui fait que les conteneurs sont portables. Et comme les conteneurs sont portables, voilà. Une fois que vous avez votre cloud, vous lancez le conteneur et ça fonctionne, quoi, en fait. Donc, pour que l'adoption soit plus simple, il faudra que les entreprises, en tout cas dans la zone, puissent utiliser des conteneurs. C'est vrai qu'il y a des challenges qui viennent avec l'utilisation des conteneurs, mais ça, on peut en parler à la fin si on a du temps. Et aussi, vous pouvez préparer vos questions, bien sûr. Alors, donc là, on va faire une petite pause pour vous parler d'un success story, voilà, qui touche toujours le cloud, qui touche les conteneurs avec Sonatel. Hein. Donc aujourd'hui, Sonatel qui arrive à gérer des centaines de millions de requêtes quotidiennes sans incident, c'est-à-dire qui vont en production en toute confiance sans incident, aussi avec Cloudor. Donc du coup, bon, là, on est en train de préparer un use case avec, bon, le use case est déjà là, hein, avec la Sonatel, pour dire un peu comment la Sonatel a fait. Donc, en exclusivité, on va vous partager ce use case-là pour que vous allez le voir. Mais bientôt, voilà, ce use case sera publié, en fait. Donc, du coup, je le partagerai avec Didier et Didier le partagera dans le chat directement. Donc, en grosso modo, comment Sonatel a réussi à faire cela, en fait? Parce que l'innovation, voilà, c'est un cycle. Hein. On a des idées. Les idées, on les traduit en code. Le code est déployé dans le cloud. Et ensuite, les customers ou les clients consomment les fonctionnalités, en fait. Donc, c'est ça l'innovation, en fait. Et on répète, voilà. Et quand on répète le plus rapidement possible, on va dire quand on boucle, c'est-à-dire on est super innovant et on a le speed, on a la rapidité. Et parfois, pour les grandes entreprises, le challenge, c'est de pouvoir lier la rapidité avec avec les centaines de millions de requêtes qu'ils ont par jour, quoi, ou avec leurs millions de customers, de clients qu'ils ont à travers le monde, sans les impacter, en fait. Donc, c'est là où Cloudor intervient. Et ça, on va vous le montrer aussi plus tard. En grosso modo, comment faire pour pouvoir vraiment adopter le cloud, mais aussi être un innovateur et que les clients le sentent réellement. Parce que l'idée, ce n'est pas uniquement d'utiliser le cloud et de s'arrêter là,
mais l'idée, c'est d'utiliser le cloud et de pouvoir innover pour que les clients le ressentent vraiment. Et pour ça, il y a 4 paliers. La première chose, voilà, donc on peut déjà utiliser le cloud privé. Encore une fois, bon, le cloud n'est pas forcément public. Et comme aujourd'hui, on le sait, hein, dans la région, on va dire en Afrique, les cloud providers ne sont pas encore très présents. Et donc, il y a de très bonnes nouvelles. Par exemple, comme AWS en Afrique du Sud ou Azure en Afrique du Sud. Il y a Google aussi qui a fait une annonce. Vous avez entendu un peu parler du partenariat entre, on va dire, Orange et AWS pour des local zones entre Dakar et entre le Sénégal et le Maroc. Donc ça, c'est de super, super bonnes nouvelles. Mais là, on va dire pour l'écosystème, la plupart des entreprises peuvent innover comme Orange en suivant ces 4 étapes. Première étape, adopter le cloud privé, mais de façon très facile, quoi. Adopter le cloud privé de façon très facile, ça veut dire, mais vraiment en s'appuyant sur les dernières couches. Quand je parle de dernières couches, sur les couches de conteneurs. C'est vrai que quand on adopte le cloud et automatiquement on vient en mode conteneur, après, c'est beaucoup plus simple de pouvoir aller utiliser le cloud public, quoi. Donc, ce qu'on fait, on étend juste, en fait, on avait les conteneurs qu'on avait en on-prem et maintenant, bon, on peut lancer les conteneurs dans le cloud public, en fait. Donc, Orange, bon, Sonatel, bon, là, je suis en train de vous dire un peu sans entrer dans le détail, à peu près, c'est ce qu'ils ont fait, quoi. Et avec Cloudor, c'est possible en un seul bouton de pouvoir bouger votre environnement du on-prem vers le cloud, vers un cloud public, quoi. Et donc, il y a ce qu'on appelle les projets dans Cloudor, hein. Donc, voilà, vous allez sur le projet et dans le projet, vous allez voir tous les environnements. Et pour ça, vous cliquez juste sur l'environnement en question et vous faites migrate. Et là, vous choisissez là où vous voulez le migrer, quoi. En fait, vous pouvez quitter le cloud privé pour aller vers le cloud public, mais aussi vous pouvez quitter la AWS pour aller sur la Azure ou vice-versa, en fait. OK? Donc, ce qui veut dire que avec Cloudor, mais vraiment cette deuxième étape, c'est en un seul bouton, en fait. Voilà, en grosso modo. Troisième chose, donc une fois qu'on est dans le cloud, c'est pas fini. Donc, il va falloir aider quand même les développeurs à pouvoir déployer dessus automatiquement. Donc, pour ça, il faut automatiser le delivery vers le cloud. Et ça, vous le connaissez tous, c'est la partie DevOps. Il faut avoir le CI et le CD. Donc, ça, c'est la troisième étape. Et donc, pour le CI et le CD, ça aussi, encore une fois, donc par défaut, Cloudor vous offre ce qu'il faut. Et donc, ce qui veut dire que vos développeurs peuvent connecter directement leur code avec Cloudor. Et quand, en choisissant GitHub, GitLab ou Bitbucket, hein, par exemple, ici, j'ai choisi GitHub. Et une fois qu'ils ont choisi cela, maintenant, ils peuvent dire, bah, quel code je veux prendre, en fait, quel code je veux déployer. Par exemple, là, bon, on va prendre du Node.js. Hein, ici, on va déployer du Node.js. Et là, je viens d'ajouter le Node.js qui se trouve dans mon GitHub. Et là, je le rajoute. Et quand je le rajoute, ce qui va se passer, automatiquement, Cloudor va couvrir cette troisième étape que je vous dis, c'est-à-dire la partie CI et cette partie CD, quoi. Donc, de façon automatique. Donc là, vous allez le voir. Automatiquement, Cloudor est en train de builder ce code que j'ai rajouté. Et une fois que le build sera fini, là, on peut venir pour déployer sur les différents environnements qu'on a, quoi, en fait. Et là, on clique sur Deploy. Voilà. Et notre code est déployé. Et comme vous pouvez le voir aussi ici, là, voilà, on a une CI hein, avec le code qui est buildé, qui est scanné, ainsi de suite, etc., quoi, en fait. Donc, ça, on peut revenir dessus plus tard. Mais en grosso modo, une fois que vous êtes dans le cloud, c'est pas fini. Donc, il va falloir automatiser le delivery du code vers le cloud. Vous savez automatiser le delivery du code vers le cloud. Maintenant, il faut aussi que le client le ressente. Okay? Il faut que le client le ressente. Parce que la plupart des organisations qui sont dans le cloud et qui ont des CI/CD, voilà, ils peuvent aller très vite. Ils peuvent avoir des idées. Les développeurs implémentent ces idées-là. Et il y a des pipelines CI/CD qui font tout.
Mais arriver pour aller en production, c'est toute une galère. Okay? En moyenne, ça dure 6 à 12 semaines. Et c'est très douloureux. Parfois, pour les grandes entreprises, les ops savent bien de quoi je parle. Ça passe par des nuits blanches. Il faut faire des tests. Il faut parcourir tout le cahier de tests. Et parfois, si les choses ne se passent pas bien, il faut revenir en arrière. Et revenir en arrière aussi, c'est un déploiement, quoi. C'est-à-dire aussi, il faut revenir sur le cahier de tests, quoi, en fait. Donc, c'est ça qui fait que parfois, on peut avoir le cloud, on peut avoir toute cette partie DevOps, mais le business ne le sent pas. Et parce que tout simplement, on n'arrive pas à aller très vite. Et c'est là où aussi Cloudor intervient. Donc, avec Cloudor, vous allez le voir, hein, toutes vos applications, c'est comme ça que vous allez délivrer vos applications. Vous pouvez dire que je vais utiliser le Canary. J'ai cette nouvelle version. OK? J'utilise le Canary. Je la montre juste à 1% de mes utilisateurs. Vaut mieux montrer la nouvelle version à 1% des utilisateurs que de la montrer à tout le monde pour diminuer les impacts. Okay? Et là, qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'on l'a montré à 1%, on peut se dire, bah, maintenant, je regarde comment l'application se comporte avec les 1%. Et si les choses vont bien, je la montre à 2% ou à 100%. Ou sinon, vous pouvez même faire ça en mode automatique. C'est-à-dire, vous allez en production, mais c'est Cloudor qui va en production pour vous en réalité, quoi. Ici, Cloudor ce qu'il va faire, c'est que toutes les 30 minutes, si tout va bien, c'est-à-dire si l'ensemble des requêtes réussissent à 99%, si la latence, c'est maximum, on va dire une seconde ou X millisecondes, donc montre l'application à plus de 10% à mes utilisateurs, en fait. C'est ça, c'est de répéter jusqu'à montrer l'application à 100% mes utilisateurs. Donc, c'est ce type de stratégie qui vous permet, quand vous allez en production, de pouvoir automatiquement aller en production, mais en toute confiance. Parce que quand quelque chose ne marche pas, automatiquement, vous revenez en arrière et Cloudor va le savoir et Cloudor va revenir en arrière, en fait. Ou sinon, vous pouvez même faire du A/B testing. A/B testing, ça veut dire que vous avez une nouvelle version, vous la montrez uniquement aux personnes qui sont, je ne sais pas, à vos A/B testeurs. Si tout va bien, vous la montrez à vos clients ou vous la montrez aux personnes qui ont le dernier iPhone ou aux personnes qui livrent uniquement à Lomé ou à Dakar. Et si tout va bien, vous la montrez à plus de personnes, quoi, en fait. Donc, du coup, c'est là qu'intervient, voilà. Si on arrive à faire cela, donc là, on commence vraiment à sentir le plein potentiel on va dire, du cloud, voilà, de l'adoption du cloud elle-même, quoi. Et donc, Orange et Sonatel a suivi ces 4 étapes, par exemple, pour laquelle aujourd'hui, ils arrivent à gérer des centaines de millions de requêtes, quoi. Ils arrivent à aller en production, voilà, n'importe quel instant de la journée. Donc, fini les mises en production le week-end et fini, voilà, les longues nuits sans sommeil, quoi, en fait, en grosso modo. Donc, ça, c'était un peu pour très rapidement parler de cloud adoption en Afrique, comment les gens adoptent le cloud, comment ça pourrait être plus simple d'adopter le cloud et en même temps, vous parlez très rapidement de Cloudor, hein, et vous montrez un use case et aussi un use case d'Orange. Hein. Je pense qu'Orange, la plupart des personnes qui me suivent connaissent Orange. Maintenant, bon, là, c'est vraiment un retour honnête, personnel sur le cloud en Afrique. Donc, en Afrique, l'Afrique constitue 20% de presque, voilà, c'est entre 17 et 19% de la population mondiale. Okay? Mais malheureusement, l'Afrique constitue uniquement 1%, on va dire, du trafic online. Okay? Donc, ce qui veut dire c'est très, très, très peu, quoi, en fait. Et donc, toutes ces choses-là font partie, en tout cas, ce sont des leviers qui vont aider aussi à pouvoir, voilà, à pouvoir adopter le cloud plus rapidement, mais aussi à ce que ces grandes entreprises, hein, ou que ces hyperscalers tels que Amazon, Azure ou Google Cloud puissent venir s'installer. En réalité, ces entreprises-là, voilà, ils viennent en dernier en Afrique parce que tout simplement, l'écosystème n'est pas prêt. Mais ces hyperscalers sont prêts. Et pour qu'un écosystème puisse être prêt, il faut 4 choses.
il faut le land, il faut de l'espace, il faut du terrain où il y a tout ce qu'il faut, qui est sécurisé pour pouvoir hoster des data centers. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut de l'énergie, il faut de l'électricité. Et aujourd'hui, bon, 40% des populations en Afrique n'ont pas encore accès à l'électricité. Donc ça, même si nous, en tant qu'influenceurs, en tant que communauté, on est en train de créer, on va dire, on est en train de créer notre part du job, il faut que aussi d'autres acteurs que vous connaissez mieux que moi, tels que les gouvernements, puissent un peu quand même, voilà, avoir aussi une stratégie pour que, voilà, pour pallier à ce problème-là, en fait. Voilà. Donc, sans électricité, ça va être super compliqué de pouvoir avoir des data centers, en fait. Et donc, vous le connaissez, vous le savez, hein, donc à gauche, là, vous voyez les régions, voilà, l'électricité dans les différents pays en Afrique. Voilà, il y a vraiment encore des efforts à faire, quoi, en fait. Et donc, ça, c'est un frein pour pouvoir utiliser, déjà pour pouvoir avoir ces hyperscalers venir mettre en place des data centers, ça, c'est la première chose. Mais de deux, voilà, si on veut que les entreprises puissent utiliser le cloud et que les entreprises puissent être vraiment software, il faut que les gens puissent se connecter, en fait. Et quelqu'un qui n'a pas d'électricité, bah, ça va être difficile pour qu'il puisse se connecter. Donc, voilà, ça, c'est les deux facteurs. Le troisième levier, c'est la connectivité. C'est la connectivité. Donc, il faut une connectivité voilà, entre les pays, entre les régions. C'est vrai que, bon, dans la zone, on est très bien connecté de l'extérieur, c'est-à-dire voilà, pour pouvoir avoir accès sur certains sites, hein, Facebook ou ailleurs. Voilà. En tout cas, on est très bien connecté de l'extérieur. Raison pour laquelle vous avez en tout cas des câbles sous-marines qui traversent l'Afrique, hein, et qui sont connectés, qui vont en Europe et par la suite aux États-Unis, qui peuvent faire le tour du monde, parce que tout simplement, voilà, je veux dire, on est déjà connecté de l'extérieur. Maintenant, de l'intérieur, il y a des progrès. Et aussi, il faut souligner quand même, il y a Orange qui a lancé un programme qui est, bon, je me dis peut-être qui est passé inaperçu, mais quand même qui est super important. Voilà. Il faut que les personnes qui sont à Dakar puissent se connecter avec les personnes qui sont à Abidjan, puissent se connecter avec les personnes qui sont à Ouaga, à Bamako, ainsi de suite, quoi. Et pour ça, il faut, voilà, il faut que en tout cas les États, ou à minimum, bon là, par exemple, dans le cas de Joluba, c'est Orange. Orange a interconnecté voilà, une bonne partie des pays. Et ça aussi, ça fait partie. Et ça motive les hyperscalers comme les cloud providers. Quand ils vont venir, ils savent que, OK, bah, je peux venir dans cette région parce que tout simplement, bon, il y a la connectivité, quoi, en fait. Il y aura plusieurs sorties. Voilà, du data center, il y aura plusieurs entrées. Et voilà, donc c'est super important, quoi, en fait. Merci, Aliou. Yes. Merci pour ta présentation. Est-ce que tu as encore des choses à dire ou alors, rapidement, je vais clôturer là-dessus. D'accord. Donc, au-delà de la connectivité, il y a la partie marché. Et donc, pour pouvoir avoir un cloud provider, il faut le marché. Et en Afrique, il y a le marché. Et on le disait, hein, donc on représente déjà 20% de la population mondiale, mais par contre, très fragmenté, quoi. Donc, il y a des pays, voilà, plusieurs pays, hein, voilà. Donc, c'est ça qui fait que le marché est fragmenté. C'est vrai que, voilà, si ces pays-là on va dire, joignent leurs forces, par exemple, en offrant tout ce qu'il faut pour que ces hyperscalers-là puissent venir s'installer, voilà, les choses iront plus vite. Et en même temps, pour le marché, il y a plusieurs choses. Il faut les entreprises. Après les entreprises, il faut les clients. Il faut que les clients puissent être connectés, mais aussi, il faut des influenceurs. Il faut des communautés. Il faut des communautés comme la journée du cloud pour se dire, OK, nous avons la compétence, en fait. Une fois que ces cloud providers sont là, nous pouvons pousser ces compétences-là pour que les entreprises puissent l'utiliser. Donc, voilà. Alors, en grosso modo, je voulais finir par ça et avec plaisir de prendre des questions, voilà, s'il y a des questions, Didier. Merci beaucoup, Aliou. Il y a beaucoup de passion et c'était très synthétique. Première question,
Quels sont les principaux obstacles à la connectivité dans les zones non desservies par les télécommunications? Je t'affiche la question. Alors, oui, donc, merci. Donc, Brulai Diakité. Donc, quels sont les principaux obstacles de la connectivité dans les zones non desservies par les... Alors, ça, c'est vraiment lié à deux choses. Hein. Un sont les États et deux sont les telcos, quoi, en fait. Donc, c'est vraiment voilà, ces acteurs-là qui doivent faire en sorte que ces zones-là puissent être connectées, en fait. Donc, aussi simple que ça. Donc, voilà. Et là, bon, il y a des efforts qui sont en train d'être faits dans ce sens-là. Mais voilà, c'est ces acteurs-là qui doivent, qui doivent le faire, quoi, en fait. Une autre question plus technique, je te l'affiche aussi. Avez-vous une équivalence de service comme Heroku ou alors c'est un service différent? Alors, donc c'est une très bonne question. Donc c'est vrai que Heroku, une bonne partie par exemple des startups quand ils commencent, ils adoptent Heroku. Donc avec les bulles de Pâques, on connecte le code, on lance et puis après tout est déployé. Donc Heroku c'est comme un pass et ça marche très bien quand on démarre. Maintenant, les problèmes avec Heroku en général arrivent quand on commence à scaler. C'est un peu, voilà, c'est là où on est différent. Donc, Heroku, c'est un pass. Cloudor, nous faisons la même chose que Heroku, mais on le fait sur votre cloud provider. Okay? C'est-à-dire que Cloudor, vous faites un sign-up. Une fois que vous faites le sign-up, vous rajoutez votre code, vous rajoutez votre cloud provider, et Cloudor va automatiquement déployer le code sur votre cloud provider, en fait. Alors qu'Heroku, vous avez la couche Heroku que vous devez utiliser voilà, pour aller automatiquement déployer le code, quoi. Et donc, c'est vraiment lors du scale, c'est là où il y aura un souci. Et nous récupérons en général une bonne partie des clients qui sont sur Heroku quand ils commencent à scaler, quand ils commencent une grosse volumétrie où ils veulent utiliser le cloud, parfois ils passent par Cloudor. Donc, on peut quitter Heroku pour aller utiliser son cloud provider en passant par Cloudor. Donc, ça, c'est un use case très fréquent chez nous. Parfait. Parfait. Écoutez, il n'y a pas d'autres questions. On arrive à la fin de la session. Mais je te remercie de ton intervention américaine de San Francisco. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit. Et d'avoir répondu à deux questions camerounaises et maliennes. Donc, la journée du cloud est un événement international. Est-ce que tu as quelque chose à dire peut-être pour terminer? Je ne sais pas, bonne pratique, conseil, mauvaise pratique, quelque chose qui est un peu déconnecté du boulot, du travail ou complètement sur ton travail, quelque chose vraiment qui... ou un conseil à nos amis. Alors, donc, du coup, bon, juste peut-être ce que je vais rajouter, c'est qu'en général, ça peut être compliqué ou même frustrant pour certains techs de pouvoir se dire, ah ouais, mais bon, l'entreprise dans laquelle je travaille n'utilise pas le cloud ou j'essaie de pousser, mais c'est compliqué. Et aussi, on le sait, dans la sous-région, il y a une bonne partie des ingénieurs, mais qui ont de super bonnes compétences. Par exemple, si vous regardez la journée du cloud avec tous les pitchs qui sont faits, c'est vraiment trop bien, quoi, en fait. Et donc, on le sait, une bonne partie parfois travaille en Europe ou aux États-Unis parce que là-bas, bon, ils ont besoin de leurs compétences. Et donc, comment on va renverser cette tendance? Parfois, voilà, c'est un sujet qui est là. Et j'ai envie de dire que pour pousser le cloud ou même les conteneurs dans l'organisation, ça dépend de l'entreprise là où vous êtes. Si c'est une entreprise innovante, ce sera très simple parce qu'en général, l'entreprise cherche tous les moyens d'être performant, quoi. Donc, l'entreprise veut être agile. Donc, par défaut, l'entreprise même, au niveau top management, il va pousser pour utiliser le cloud. Mais c'est vrai que c'est rare de pouvoir voir ce type d'entreprise, disons-le, en Afrique. La plupart des entreprises sont hiérarchiques. Donc, dans les entreprises hiérarchiques, l'effort quand même est énorme. L'effort est énorme. Raison pour laquelle, pour innover, quand même aussi, c'est compliqué. Alors, pour ces entreprises hiérarchiques,
il y a deux choses. Il y a deux façons de, par exemple, là, on donne l'exemple de Kubernetes des conteneurs, mais aussi, c'est valable pour le cloud natif, c'est valable pour le cloud aussi, quoi. En général, il faut avoir des sponsors. Et le sponsor, c'est le top management. Ça peut être le CEO, ça peut être n'importe qui, ça peut être n'importe quel si quelque chose ou quoi, en fait. Il faut que, à ce niveau-là, qu'ils soient vraiment conscients des avantages du cloud, en fait. S'ils ne sont pas conscients de ça, eux, ils ne vont pas le pousser. Et c'est très compliqué parfois de faire des choses du bas, en fait, et que ça monte. C'est beaucoup plus simple d'avoir des sponsors. C'est beaucoup plus simple d'avoir des sponsors. Et les sponsors, en général, bon, le top management, on a des dirigeants qui nous dirigent, qui en sont conscients. Ça, on est à droite. Hein. Dans ce cas, c'est beaucoup plus simple. Là, c'est vraiment, il faut prendre le middle, faire une bonne partie acculturation. Acculturation, c'est la conduite du changement. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, si le top management est vraiment, j'ai envie de dire, très loin ou même, disons-le, à l'ouest, là, voilà, c'est un peu plus compliqué. Pour ça, il faut montrer vraiment les KPI qu'on aura une fois qu'on va adopter le cloud, tout ce qui est cloud natif, quoi, en termes de ROI, le temps passé par les personnes IT par application, en termes d'adoption, et est-ce que c'est rentable, voilà, et comment on peut aller plus rapidement sur le développement de nouvelles fonctionnalités ou même sur de nouvelles applications. Donc ça, c'est des choses que le top management a besoin de comprendre, en fait. Et une fois qu'ils le comprennent, maintenant, ils peuvent être sponsors pour que ça descende. Mais vous allez voir, ça va être très compliqué en général que ça parte du bas. D'accord. Une dernière question de la Mauritanie que je t'affiche. Alors, quelle est, selon vous, la meilleure méthode pour migrer vers le cloud entre le rehosting et le refactoring? Alors, le refactoring est douloureux parce que parfois, il faut réarchitecturer. Et donc, dans les grosses boîtes, surtout une application qui est utilisée par des millions de clients, parfois le refactoring peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps dans la mesure où il peut y avoir des discussions au niveau architecture et ça peut prendre du temps où certaines parties du code même peuvent être refactorées. Et à partir de ce moment, le refactoring, de façon de facto, reste la méthode la plus douloureuse, quoi, pour migrer, en fait. Et en général, ça dépend de la sensibilité d'application, en fait. Si l'application est vraiment super sensible, là, il va falloir cocher toutes les cases. Maintenant, si c'est une application non sensible, ainsi de suite, bon, peut-être qu'on peut se permettre, voilà, on peut se permettre de ne pas cocher certaines cases, mais si on veut aller dans le cloud, cette partie refactoring, en général, est plus compliquée, quoi, en fait. Ta dernière question, ce sera ta dernière réponse. Et puis, je te remercie beaucoup pour tes questions, pour ta réponse. J'ai trouvé ça, moi, très clair. On était combien? On était 33, 34. Plus tu parlais, plus il y avait de personnes. Donc, c'était vraiment super intéressant. Ouais. Donc merci Didier, hein, merci beaucoup. Donc, bon, c'est juste ce que j'ai envie de dire, c'est que pour aller vite, vous pouvez utiliser Cloudor. Et pour utiliser Cloudor, bon, c'est juste cno.app. Allez cno.app et puis après, créez votre compte, quoi. Faites un sign-up. Et une fois que vous faites un sign-up, après, vous pouvez, tout ce que je vous ai montré, vous pouvez ajouter votre code et ajouter votre cloud provider. Si vous n'avez pas de cloud provider, par défaut, voilà, il y a ce qu'on appelle Door Cloud. Vous pouvez utiliser le Door Cloud pour aller vite, quoi. Donc, voilà. J'ai mis à 2 reprises le nom, l'HTTP de Cloudor dans le chat. Donc, n'hésitez pas à y aller. Je mets aussi le questionnaire. Donc, n'hésitez pas à donner votre commentaire sur la session d'aujourd'hui. On attend avec impatience vos résultats. Voilà. Bien, la session va se terminer.
Je n'ai pas d'autre chose à ajouter. Peut-être un dernier petit mot. On a excédé de 10 minutes. Si tu veux dire un dernier mot, encore un dernier mot. Mais... Alors, juste merci à tout le monde. Et puis, voilà, donc merci beaucoup. Et encore une fois, les choses commencent à bouger côté cloud. Hein. Donc, en Afrique du Sud, côté Amazon, vous avez déjà une région. Donc, il y a une local zone pour la partie AWS, en tout cas pour les amoureux d'AWS, il y a une local zone à Lagos. Et bientôt, vous allez avoir des local zones aussi hein, entre le Sénégal et le Maroc. Pour ceux qui sont sur Azure, voilà, il y a déjà une région en South Africa. Et aussi, Google a annoncé une région, quoi. Donc, ce qui veut dire que voilà, c'est déjà pas, c'est de très bonnes choses. Mais en attendant, le cloud privé marche très bien. Et surtout si vous appuyez sur des conteneurs, et avec plaisir d'aider, quoi, en fait. Donc, du coup, vous pouvez juste nous contacter et voilà. Avec plaisir d'aider, soit en termes d'apprentissage, soit si une entreprise qui veut de l'aide, voilà. Ça, c'est avec un plaisir. Merci pour ces derniers mots qui vont terminer la session. Merci. Merci beaucoup. Merci, Ali. Ciao, ciao. Merci. Ciao.